Donc, on va passer sur la session Nouveaux chercheurs. Donc, on va avoir 3 présentations de 5 minutes. Et donc, pour démarrer, nous accueillons donc Francesca Guerrieri du Centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui va nous parler de microbiote et de cancer du foie. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Francesca Guerrieri, je suis chercheuse INSERM et je travaille au CRCL. Le projet que je vous présente aujourd'hui met en relation l'épigénétique et le microbiote dans la carcinogénèse du cancer du foie. Pourquoi le cancer du foie? Parce que c'est un cancer fréquent, mortel et sans traitement efficace, qui cause presque un million de décès. On connaît très bien les étiologies, qu'ils sont liées principalement à les infections virales, l'alcool et les maladies métaboliques, et on connaît son histoire naturelle. Nous avons aussi un profil détaillé des mutations génétiques, mais malheureusement, la plupart de ces mutations ne sont pas drivers de la maladie, ne sont pas druggable, sont multiples. En plus, il y a une très forte hétérogénéité interpatient, intratumorale et intertumorale. En revanche, les altérations épigénétiques et transcriptionnelles sont précoces dans la maladie et la littérature montre que le microbiote peut moduler la croissance tumorale. Donc les modifications épigénétiques, en particulier la méthylation et les microbiotes, ont un rôle dans la carcinogénèse du foie. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est que les modificateurs de la chromatine sont modulés par le microbiome intestinal et ainsi favorisent la carcinogénèse hépatique. Et pour ça, je voudrais générer une cartographie fonctionnelle des modificateurs de la chromatine du microbiome et évaluer leur impact sur la carcinogénèse du foie et la réponse aux thérapies. À cette fin, j'ai utilisé le modèle mourant transgénique XMIC qui fait un cancer du foie avec 100% de pénétrance et j'ai prélevé les selles pendant la carcinogénèse et les tissus tumoraux pour séquencer leur ADN et ARN. Les résultats préliminaires du séquençage RNA-seq des tissus tumoraux révèlent que les souris XMIC présentent un profil transcriptomique de la tumeur différent selon les sexes. Mâles et femelles font donc un tumeur différent sur la base des gènes exprimés. Et si la littérature suggère que l'exposition environnementale et les hormones sexuelles peuvent favoriser cette différence, il n'y a pas encore de publications claires sur le sujet. Cette séparation femelle et mâle, nous la trouvons aussi au niveau du microbiote. Le séquençage CESS des selles des souris wild-type XMIC avant et après le développement du cancer montre que le microbiome bactérien des souris wild-type mâle est plus proche des souris transgéniques XMIC et que les femelles, au contraire, ont des espèces protectives. Et si on regarde jusque les souris XMIC, les microbiotes des femelles avant le développement du cancer ont un profil moins dysbiotique que celui des mâles. Et en plus, les mâles présentent des espèces qui ont été associées à l'agressivité du cancer du foie. Enfin, au moment du cancer, de nouveau, mâles et femelles expriment un microbiome différent. Donc, en conclusion, le développement du cancer du foie s'accompagne d'une transcriptomique et d'un microbiote différent entre mâles et femelles, et les microbiotes chez les femelles sembleraient moins dysbiotiques. Pour terminer, mon projet devrait générer de nouvelles connaissances sur les profils épigénétiques gender-related du cancer du foie, sur l'interaction entre l'épigénome et le microbiome, ce que j'appelle épibiome, dans le développement du HCC. Enfin, l'impact translationnel est de générer des données précliniques pour de nouvelles thérapies de combinaison
différents entre mâles et femelles. Merci beaucoup à vous pour l'écoute et merci beaucoup à l'équipe avec laquelle je travaille. Merci. Est-ce que nous avons des questions pour cette présentation ? Ah, je n'avais pas vu. Bonjour, merci. Est-ce que tu penses, Francesca, que ce modèle de XMIC de microbiote pourrait être aussi applicable ou se trouverait de même dans d'autres types de cancers, par exemple causés par l'hépatite C? Mais il y a des données préliminaires par rapport à les cancers du côlon, qu'il y a une différence, incidence entre femmes et hommes, donc peut-être dans ce système-là. Et je ne sais pas si dans des autres cancers, il y a également des différences entre mâles et femelles. Merci. Non. Oui. J'avais une question. Donc là, quand vous regardez dans les selles, et il y a quand même des données qui se développent sur le microbiote intratumoral, finalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez explorer ? Au niveau des tumeurs elles-mêmes, en fait, du foie, de l'organe, est-ce que vous voulez également... Oui, nous, on a l'idée, on est déjà en train de regarder aussi les microbiotes intratumorales. Pour l'instant, on n'a pas encore de résultats, mais c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Merci. Je ne vous l'ai pas dit, mais si vous voulez vous présenter avant de prendre la parole, c'est toujours intéressant aussi de savoir qui s'adresse à nous. Est-ce qu'on aurait une troisième question ? Non, merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose qu'on continue avec la dernière présentation de nouveaux chercheurs en région. Donc, c'est Sébastien Viel des Hospices civils de Lyon qui va nous parler de thérapie cellulaire. Bonjour à tous. Donc, je remercie également Clara pour cette invitation. Je suis MCUPH au laboratoire d'immunologie des Hospices civils de Lyon et je suis également chercheur au CIRI dans l'équipe de Thierry Walzer. Et donc, je vais vous présenter notre projet sur le développement de thérapie cellulaire basée sur les cellules NK avec des applications dans la leucémie aiguë myéloïde. Donc, si on regarde la survie globale de patients atteints de LAM, ce que l'on peut voir, c'est une amélioration très franche de cette survie les 40 dernières années pour les patients inférieurs à 60 ans. Et pour la population de patients plus âgés, eh bien une absence d'amélioration significative ces dernières années. Ce qui fait de la leucémie aiguë myéloïde une maladie qui reste encore incurable dans la plupart des cas, avec une survie globale autour de 20% à 5 ans pour les plus de 60 ans. Alors cette différence de survie, elle s'explique par une différence de prise en charge thérapeutique, puisque pour les patients jeunes, eh bien, on autorise des prises en charge intensives avec des chimiothérapies d'induction suivies de consolidation, et puis en fonction de l'évolution, une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou des traitements de maintenance. Tandis que les patients plus âgés, eux, n'ont pas accès à ce type de thérapeutique et on leur propose plutôt des associations de chimio comme les protocoles Azaven associés à des soins de support. Donc pour résumer, la greffe de moelle osseuse allogénique est le seul traitement qui est curatif pour la plupart des patients. Et les possibilités thérapeutiques restent très limitées pour les patients qui ne sont pas éligibles à la greffe, avec un réel besoin de développer des thérapies innovantes avec un profil de tolérance acceptable. Et c'est vrai que cette pathologie, la leucémie aiguë myéloïde, n'a pas bénéficié des nouvelles immunothérapies du cancer, que ce soit les approches anticorps ou cellulaires. Alors, parmi les thérapies innovantes cellulaires, des équipes notamment américaines ont travaillé sur des protocoles d'immunothérapie basés sur les cellules NK,
du fait de données préexistantes qui montrent le potentiel antileucémique de ces cellules et un intérêt dans la GVL. Et donc l'idée, c'est à partir de sang périphérique de donneurs, d'isoler ces cellules NK, de les activer sur la nuit avec un cocktail de cytokines qui combine classiquement l'interleukine 12, l'interleukine 15 et l'interleukine 18 pour induire un phénotype particulier de cellules NK dit CIML pour Cytokine Induced Memory-like NK Cells. Donc les cellules activées sont ensuite réinfusées aux patients après un conditionnement et puis on leur administre en support des cytokines classiquement de l'IL2 ou de l'IL15. Alors les premières études, elles visaient à explorer le profil de tolérance de ces approches et elles ont montré qu'il n'y avait pas d'événements indésirables sérieux associés, pas d'effets indésirables de type relargage de cytokines ou d'atteinte neurologique comme on peut le voir dans les traitements par CAR-T. Et puis, ils ont aussi montré, ces premières études, que les cellules, une fois réinfusées, elles étaient capables de s'expandre in vivo et de rejoindre les tissus leucémiques et notamment la moelle. Et donc après ces données sur la tolérance, eh bien, il y a eu plusieurs études que je vous présente ici qui sont toutes assez récentes. La plus vieille date de 2016 pour évaluer l'efficacité thérapeutique de ces approches que l'on pourrait qualifier de façon un peu globale de modérée. Ce n'est pas aussi révolutionnaire que les anti-PD1 ou les CAR-T. Mais ceci dit, ils permettent de mettre en évidence des taux de réponse objectifs autour de 50%, avec des rémissions complètes autour de 30% chez des patients qui étaient réfractaires et non éligibles à des traitements curatifs, avec des durées de réponse allant de quelques semaines à plus de 2 ans, sachant qu'il y a certaines études qui sont encore en cours. Donc, en ce qui me concerne, eh bien, moi, ce que j'aimerais mettre en place, eh bien, c'est d'abord un transfert de ce protocole de génération de NK-CIML d'un environnement recherche. C'est un protocole maintenant que l'on maîtrise au laboratoire vers un environnement dit GMP qui permettrait la production de cellules à visée thérapeutique. Et puis de mettre en place, en collaboration avec le service d'hématologie de Lyon-Sud, et notamment le docteur Vincent Alcazer, un essai de phase 2 étudiant l'infusion de lymphocytes NK allogéniques activés par des cytokines chez des patients adultes hospitalisés à Lyon-Sud et non éligibles à une allogreffe, que l'on pourrait comparer en termes de survie avec des cohortes locales et qui associent notamment l'Azaven, qui est un protocole mis en place déjà depuis 2020. Et puis, à plus moyen long terme, eh bien, on pourrait imaginer d'améliorer la production et l'activité de ces cellules NK activées en modifiant les conditions de culture, en travaillant sur des cellules sources qui soient plus facilement accessibles, et notamment les IPS. Et puis, alors là, c'est plutôt dans d'autres contextes que la leucémie aiguë myéloïde, mais sur la génération de CAR NK. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Merci pour votre présentation. Ma question, c'est qu'est-ce qui explique la fin de la réponse au bout des 2 ans, par exemple, que vous avez mentionné ? Alors la fin de la réponse, c'est soit une durée de vie limitée des NK une fois qu'elles sont injectées, puisque l'on sait, ça c'est pareil pour les CAR NK, que ces cellules, elles n'ont pas une durée de vie limitée, elles ne sont pas capables de se différencier en cellules mémoire. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a des études qui sont toujours en cours avec des patients qui ont répondu, qui survivent et pour lesquels il faut encore déterminer une réponse à plus long terme. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui. Merci beaucoup pour vraiment cette belle présentation. Je me posais la question, est-ce qu'il y a un risque de suractivation de ces cellules NK et de réponse finalement non adaptée chez le patient ? Alors pour l'instant, ça n'a pas été montré de façon globale. Quand on regarde ces études qui utilisent des NK activés ou des études qui utilisent des CAR NK, on a quand même l'impression qu'il y a moins de phénomènes inflammatoires de type CRS chez les patients du fait
ait pas une expansion aussi forte des NK qui soient antigènes spécifiques comme celle des lymphocytes T, et donc pas d'atteinte de ce type. Et c'est vrai que dans les études de sécurité de phase 1, il n'y a pas eu d'effet indésirable vraiment, noté, quelle que soit la dose utilisée. Donc c'est une approche qui semble quand même assez tolérable. Merci. Oui, une dernière question. Oui, du coup, je repensais. Est-ce qu'une partie de la fin de la réponse pourrait être expliquée par le fait... Est-ce qu'on pourrait imaginer que, passé un certain temps, on sélectionne des cellules cancéreuses qui surexpriment des ligands aux récepteurs inhibiteurs de l'activation de NK? Est-ce que ça pourrait être en partie un mécanisme qui pourrait expliquer leur fin d'efficacité au bout d'un certain temps? Oui, ça pourrait, comme la réexpression également de ligands inhibiteurs, ça pourrait, mais je pense que c'est plutôt quand même une problématique de survie, puisqu'on sait que c'est des cellules qui ont une durée de vie limitée et que potentiellement ça nécessite des injections ultérieures, à la différence peut-être des traitements basés sur les T. Merci. Très bien, merci. Merci pour les présentations, merci pour vos questions. Voilà, rendez-vous dans 2 ans pour découvrir les nouveaux chercheurs qui arriveront d'ici 2 ans. Et bien entendu, si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les faire connaître pour qu'on puisse les solliciter.